effectivement, je vous propose de nous intéresser ce matin pour commencer aux raisons d'une conversion d'André Malraux au gaullisme. Et je propose un peu une nouvelle piste pour expliquer cette conversion. Alors effectivement, la vie d'André Malraux semble se partager en deux phases distinctes, avec dans le domaine de la création littéraire, l'écriture romanesque d'une part, et le miroir des limbes et les écrits sur l'art d'autre part. En politique, de même, on a d'un côté l'engagement contre le colonialisme et contre le fascisme, dans la proximité avec les communistes, et puis le rapprochement avec les idées gaullistes et l'adhésion au RPF. On a la lutte contre l'ordre établi en Indochine ou en Espagne, et puis ensuite la proximité avec le pouvoir, notamment en accédant à des postes ministériels. Et donc Malraux, qui proclame haut et fort sa liberté intellectuelle dans les années 30, dans les années 20 même, dans les années 20 et 30, va se ranger pourtant à la suite du général de Gaulle à partir de 1944, et il va lui rester fidèle jusqu'à la mort. On peut vraiment dire que la Deuxième Guerre mondiale constitue une phase de transition dans sa vie, qui est marquée aussi par des drames personnels, les morts rapprochées de Josette Clotis et de ses deux demi-frères, Roland et Claude. Donc la question, c'est de savoir comment expliquer cette rupture qui correspond à l'adhésion d'André Malraux au gaullisme. Alors de nombreux auteurs se sont déjà penchés sur cette question de façon très convaincante, mais je vous propose d'explorer une nouvelle piste, l'intérêt d'André Malraux pour le sacré, c'est-à-dire pour ce qui transcende l'humain. Son attirance pour une certaine mystique de l'action, qu'on trouve aussi chez Charles de Gaulle, le mène à poser de nouvelles options politiques et littéraires, et explique aussi son adhésion sans mélange à l'idéologie comme à l'action gaulliste. Donc après avoir rappelé les différentes explications déjà apportées à cette conversion au gaullisme, je vais développer mon hypothèse de travail. L'attirance d'André Malraux pour le sacré explique ses choix idéologiques au service du général de Gaulle. Alors effectivement, face aux métamorphoses d'André Malraux au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment face à son adhésion au gaullisme, deux explications l'emportent. D'une part, la continuité idéologique entre les idées d'André Malraux avant et après la guerre, et d'autre part, une certaine fascination pour le personnage du général. Alors pour commencer, oui. Ah, très bien, merci. C'est bon, vous m'entendez bien? Ouais. Mieux comme ça, très bien. Alors pour commencer, ce serait faux d'insister sur une rupture idéologique entre le Malraux d'avant-guerre et celui d'après-guerre. Le compagnon de route des communistes des années 30 a des idées suffisamment proches du marxisme pour participer à des colloques d'écrivains soviétiques ou pour se rendre en Espagne en 1936 pour venir en aide aux républicains. Et pourtant, quand il se rapproche du général de Gaulle à partir de 1944, il reste fidèle à ses valeurs fondatrices, la fraternité, le combat, la dignité, qui s'incarnent d'abord dans une lutte proche du communisme et puis ensuite dans son ralliement au gaullisme. Selon Jeanine Mosuelavo, la triple exigence du gaullisme, donc je la cite, la liberté, la fraternité, l'autorité, constituent trois axes qui charpentent chacun de ses discours, de la 4e à la 5e République, et de fait, sa trajectoire idéologique paraît naturelle. Elle, je cite toujours Jeanine Mosuelavo, elle répond à une logique et constitue un aboutissement plus qu'une dérive ou une rupture. Donc la posture d'André Malraux reste révolutionnaire, y compris au sein du RPF. Aussi, dans ses discours, insiste-t-il sur la dimension révolutionnaire du RPF. Par exemple, dans ce discours de 1947, « Nous voulons refaire une structure de paix. C'était l'esprit profond de la Révolution. C'est encore au cœur de tous ceux qui regardent de loin la France avec amour. » La thématique révolutionnaire, associée à la volonté de construire un monde plus fraternel, constitue bien un premier facteur de continuité idéologique. Mais sa conversion au gaullisme reste également marquée par une rencontre personnelle. Malraux est d'abord fasciné par un individu avant de s'engager à sa suite. Certes, avant leur première rencontre, Malraux et de Gaulle se sont déjà rapprochés idéologiquement, puisque dès le congrès du MLN le 25 janvier 1945, André Malraux prononce un discours qui prône une action indépendante du Parti communiste. Mais cette convergence de vues ne devient réelle qu'après la rencontre qui est organisée par Claude Guy en août 1945 et à laquelle André Malraux consacre un long passage de ses anti-mémoires. Selon la couture, une véritable reconnaissance entre les deux hommes tisse entre eux des liens affectifs
au sens où désormais ce ne sont plus les raisons politiques qui l'emportent dans leurs relations, mais plutôt une fascination réciproque. Pierre de Boisdeffre revient sur cette admiration. Il dit « Malraux a été fasciné par de Gaulle, qui était à la fois un chef de guerre, un homme de gouvernement et un mystique de la France. » En de Gaulle, André Malraux reconnaît donc une force de nature spirituelle, et mon hypothèse, c'est que cette mystique constitue également une clé pour comprendre sa conversion au gaullisme. Alors j'emploie à dessein ce mot très fort, conversion, qui suppose un retournement de l'existence. Certes, nous avons vu qu'il était légitime d'atténuer la rupture idéologique entre le Malraux des années 30 et le Malraux ministre ou engagé pour le RPF. Pourtant, à regarder la production littéraire de l'auteur, on s'aperçoit qu'une transition s'amorce bien au cours des années 40. André Malraux renonce progressivement au genre romanesque, avec 2 projets qui restent inaboutis, Le règne du malin, La lutte avec l'ange, et il va au contraire se lancer dans des écrits sur l'art, qui vont d'abord être consacrés à la littérature, Laclos en 1939, et au cinéma, Esquisse d'une psychologie du cinéma en 1946, mais ensuite à l'art, avec dès 1947 le premier volume de la psychologie de l'art, le musée imaginaire. Donc effectivement, André Malraux quitte la fiction pour s'intéresser aux œuvres d'art, tout en s'ancrant dans le même temps dans l'action militaire, puis dans la vie politique. Son passage à l'action, en 1936, auprès des républicains espagnols, est tardif, mais pérenne. Avec le roman L'Espoir, qui constitue une forme de transition, l'écrivain abandonne le domaine de l'invention. Désormais, c'est sa vie qui constitue le matériau de son œuvre, comme il s'en explique dans ses antimémoires. Pour ces antimémoires, écrit-il, « J'ai pris depuis quelques années l'habitude d'accueillir, de saisir les images d'autrefois. Les événements publics constituent un cadre, ils deviennent secondaires, tandis que davantage de place est accordée à la perception personnelle de l'existence. Il s'agit donc bien d'une importance nouvelle accordée à l'intériorité, mais non pas une intériorité tournée sur elle-même, cherchant à explorer des sentiments propres à un individu, puisque dans son écriture d'inspiration autobiographique, André Malraux entre plutôt dans une démarche universelle, même s'il prend son expérience personnelle comme point de départ. On peut dire que son projet littéraire peut se lire comme la quête d'une réponse à une question métaphysique qui est partagée par toute l'humanité. La question, je cite, que pose la vie en face de la mort, et en face de cette question, que m'importe ce qui n'importe qu'à moi. La métamorphose littéraire répond donc à une exploration d'ordre métaphysique. Or, la conversion au gaullisme, qui peu ou prou l'accompagne, renvoie aussi à une certaine attirance d'André Malraux pour le sacré, comme en témoignent à la fois ses écrits et ses discours. De fait, Charles de Gaulle constitue bien pour André Malraux une figure prophétique, c'est-à-dire une figure susceptible d'ouvrir la réalité à une dimension transcendante de l'existence humaine, à une forme du sacré, apte à faire face à la mort. Avec de Gaulle, André Malraux adhère à une figure mythique, et pas seulement à un individu. De Gaulle est le signe porteur d'une dynamique de dépassement qui permet de rendre à l'homme sa dignité perdue. C'est une figure de légende. Il est égal à son mythe. Là, je cite toujours Malraux. Il est érigé donc en valeur de symbole. Il dépasse des valeurs hors du temps. Il dépasse hors du temps et de l'espace ce qu'il incarne. Et donc le narrateur des Chaînes qu'on abat le situe dans un temps immémorial. Lumière de la neige, siècle de pénombre où se dressèrent les premiers clochers, temps où les horloges veillaient sur la chrétienté, avec l'indifférence de leur aiguille unique et sereine. Donc ici, au milieu de la neige atemporelle de Colombey, Charles de Gaulle accède à une espèce d'atemporalité qui en fait un personnage légendaire, un symbole, qui représente un ensemble de valeurs susceptibles de défier la mort. Dans une préface rédigée en 1972, André Malraux affirme que la légende du général trouve son accent suprême dans les voies souterraines de la mort. De fait, ce symbole de Gaulle porte des idées fondatrices d'une forme de mystique chez André Malraux. La fidélité, la liberté, la fraternité. Et donc, l'orateur du RPF revient souvent sur ces valeurs parce qu'elles transcendent l'existence humaine. Ce sont des valeurs qui s'appuient sur la figure du général de Gaulle, puisque, selon lui, selon Malraux, il les incarne.
C'est ainsi que Malraux, dans ce discours de 49, présente le RPF comme un parti qui dépasse le simple engagement politique et qui accède au mythe. Nous sommes l'ensemble de la fidélité à la France dans sa part légendaire, c'est-à-dire dans sa part exemplaire. Cette fidélité à la France apparaît d'abord dans sa capacité de résistance face aux forces obscures de la désunion, de l'oppression, des contre-valeurs qui s'opposent à la fraternité et à la liberté. Pour Malraux, quand Charles de Gaulle agit, c'est en conformité totale avec les valeurs qu'il incarne. Par exemple, durant l'insurrection des généraux. Donc je cite, « Alors coïncide son mythe, l'idée qu'il a de l'État, celle qu'il a de lui-même, il incarne la résistance du pays, du peuple. Il devient la voix de la France. » Là, c'est dans le miroir des limbes. Un tel mythe perdure au-delà de l'événement et devient un moyen durable d'inscrire l'exigence de résistance et d'unité au cœur de la vie quotidienne. Donc là, on est vraiment au cœur du sacré. Il s'agit d'inscrire la transcendance dans le quotidien. De Gaulle est vu comme, je cite, « le symbole de la responsabilité nationale par le 18 juin, souvenir d'une voix que nous avons tous beaucoup entendue et pas encore oubliée. Symbole, enfin, de l'union la plus profonde de ce pays. » Donc, les valeurs portées par le mythe de Gaulle sont bien susceptibles, pour Malraux, de lutter contre les forces oppressantes de la condition humaine. Elles résistent à la mort. La figure mythique du général devient un exemple de la victoire que l'homme combattant peut emporter contre le destin. Affronter la mort appartient au mythe, à un mythe dont le héros n'est ni une nation ni un peuple, mais l'homme, dit André Malraux dans Les Miroirs des Limbes. C'est pourquoi le général de Gaulle est présenté comme un sauveur, susceptible de porter ses valeurs. L'adhésion au personnage symbole, Charles de Gaulle, correspond bien, chez Malraux, à une recherche d'ordre mystique. Il s'agit d'entrer en contact, au sein même de l'histoire en train de se faire, avec les grandes valeurs qui permettent de lutter contre la mort. Il y a bien là une quête du sacré, la recherche d'une transcendance qui arrache l'homme à l'absurdité. Dans cette perspective, l'adhésion au général de Gaulle constitue une façon de retremper notre courage face à la litanie du malheur. C'est un discours de 1948. L'adhésion au général de Gaulle permet de faire triompher un ordre nouveau, fondé sur la liberté et sur la grandeur. Donc toujours dans ce discours de 1948, qui se trouve dans la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, qui n'a pas été publié. Par les plus longs jours, par les nuits d'hiver, c'était une coutume d'écouter dans le grondement souterrain des ruisseaux ce qui fut la plus vieille voix terrible du malheur du pays pour y retremper son courage. La France a connu ce long ululement qui se répand d'âge en âge comme une litanie du malheur, et nous la connaissons, et nous pouvons aussi y retremper notre courage. Le gaullisme devient cette certitude que malgré le triomphe de la mort, les combats se poursuivent et représentent des tentatives de s'élever à la réalité la plus haute. De Gaulle est celui, justement, qui fait retentir cette voix infime et faible, qui, d'âge en âge, aussi au milieu des plus terribles catastrophes, s'est élevée, et qui, elle, a continué à maintenir la France depuis son plus faible néant jusqu'à la réalité la plus haute. Je continue à citer. Cette voix est un immense écho que vous avez connu quand elle était encore brisée par les vibrations de la radio et demie, et qui disait « Ici Londres, honneur et patrie, vous allez entendre le général de Gaulle ». Le gaullisme, pour Malraux, représente la lutte historique contre l'adversité et, plus généralement, le combat humain contre les forces d'oppression. L'adhésion d'André Malraux au gaullisme constitue donc fondamentalement une quête métaphysique qui touche à l'ordre du sacré. Selon Pierre de Boisdeffre, Malraux voyait en de Gaulle un mystique dont la vocation était le service de la France, comme la vocation de Saint Bernard était liée au Christ. Il y a là une vocation à la transcendance qui habite le personnage du général de Gaulle, tel que le décrit l'auteur des Antimémoires. C'est un personnage hanté, dont ce destin, qu'il devait découvrir et affirmer, emplissait l'esprit. Chez un religieux,
la personne, le sacerdoce, la transcendance telle que l'avaient conçue les fondateurs d'ordre combattant. Donc, parce qu'il est en lien avec cette transcendance et que ses actions en sont habitées, Charles de Gaulle devient, aux yeux d'André Malraux, une de ces figures de résurrection qui traversent l'histoire et qui lui donnent un sens. Comme Antigone, comme Prométhée, il restaure au milieu du chaos de l'histoire les valeurs sacrées qui fondent l'humanité. À la mort du général, André Malraux salue en lui une abstraction et en même temps un homme réel. Lors des cérémonies funèbres qui accompagnent ses funérailles, il évoque, dans un texte de 1972, je cite, « La plainte profonde de la fin d'une époque s'y mêle au battement grave du portail sur la nuit, au tambour de bronze du nom d'Antigone et de Prométhée, à l'impersonnalité de cette personnalité pourtant écrasante, semblable à l'abstraction des grands fondateurs d'ordre religieux que donnent à de telles figures de résurrection leur dialogue avec l'immensité de la souffrance, avec la foule chancelante arrachée à l'enfer. » Donc, comme les autres figures de résurrection, Charles de Gaulle est capable d'affronter le destin écrasant dans ce dialogue avec les ombres pour restaurer le caractère sacré de l'humanité. Malraux dit de lui qu'il possède, je cite, « l'esprit d'un fondateur d'ordre religieux » ou encore qu'il est un chef d'ordre religieux. Cette organisation d'un ordre du monde lié au sacré se fonde sur le refus de la soumission, sur le non qui constitue une attitude métaphysique de libération. Alors que l'ensemble de l'univers nie l'humanité ou cherche à la détruire, que ce soit par les événements historiques ou par la négligence des constellations, alors que le ciel la renvoie sans cesse à l'insignifiance des choses, les crieurs de non, comme le général de Gaulle, tâchent de redonner du sens à la vie humaine et de restaurer sa dignité. À partir de là, on peut trouver un sens nouveau à l'adhésion de Malraux au gaullisme. Le combat du général de Gaulle constitue pour lui un combat métaphysique, et y participer, c'est se mettre en lien avec le sacré, avec les forces de restauration de la dignité humaine, contre l'oppression de la mort et contre l'indifférence du monde. Il devient alors possible d'expliquer la concomitance de la conversion au gaullisme et du renouveau littéraire. Il s'agit finalement du même processus. Dans l'action politique menée par de Gaulle, Malraux voit une façon de répondre à la question que pose la vie en face de la mort, en restaurant la dignité humaine face à l'univers qui la nie. Et dans les écrits sur l'art ou d'inspiration autobiographique, il s'agit aussi de retrouver ce que l'homme a créé en face des dieux. La création artistique, vue comme une volonté d'annexion du monde par Malraux, permet de préserver l'existence humaine de l'absurdité des constellations. Et donc, à chaque fois qu'un chef-d'œuvre est sauvé, rappelle le ministre des Affaires culturelles au Sénat, c'est une des formes les plus hautes de l'humanité qui ressuscite. Puisque, toujours dans ce discours de 1962, l'histoire de l'humanité nous apporte, elle aussi, son long cortège de haine et de sang, mais les chefs-d'œuvre se lèvent de la mort, comme les victoires zélées se levaient des champs de bataille antiques. Dans le processus artistique, comme dans l'engagement politique, André Malraux s'engage donc dans une quête métaphysique, et c'est d'ailleurs sous cet angle qu'il est perçu par Charles de Gaulle. Dans les quelques lignes des Mémoires d'espoir que de Gaulle accorde à son ministre et à la place de son ministre auprès de lui, le mémorialiste évoque cette aspiration d'André Malraux à une forme de transcendance et donne ainsi une clé pour comprendre les rapports que tous deux entretiennent. Donc je cite les Mémoires d'espoir. « La présence à mes côtés de cet ami génial, fervent des hautes destinées, me donne l'impression que par là, je suis couvert du terre-à-terre. L'idée que se fait de moi cet incomparable témoin contribue à m'affermir. Je sais que dans le débat, quand le sujet est grave, son fulgurant jugement m'aidera à dissiper les ombres. » Malraux est présenté comme le garant idéologique d'une politique exigeante de grandeur, capable de donner du sens à l'histoire. Voilà, je vous remercie.